Allô, allô. Ah bah c'est bon. Bonsoir à tous. Donc on se retrouve, on va pratiquement clôturer ce salon et délivrer le prix de l'innovation. Donc il y a 5 finalistes, AutoStore, Carrefour, Circularix, JK Software, Teach on Mars. Donc c'est l'ordre que vous allez pitcher. La règle du jeu, c'est que vous avez... Alors on a notre jury qui est là. Vous avez les photos du jury. Donc Laurent Toumine d'Accenture, François Loviton de Google et Olivier Dauvers, qui est un journaliste que tout le monde connaît dans ce métier-là. Vous avez 5 minutes pour pitcher, on fera 5 minutes de questions, pas plus. Sinon, c'est simplement pas possible. D'accord ? Donc, on commence par AutoStore. Et on vous jugera sur la pertinence, l'axe de disruption et la clarté du pitch. AutoStore est appelé pour... Ah bah on commence par... AutoStore peut pas commencer tout de suite ? Donc le suivant, Carrefour. Carrefour, on peut commencer tout de suite ? On y va. Tout le monde m'entend ? Alors, bonjour à tous. J'ai 5 minutes pour vous parler de Carrefour et notre premier projet Web3, les NFBs. Alors, Carrefour, a priori, tout le monde connaît. En 2023, cela fera 60 ans que nous servons quotidiennement 2 milliards de clients dans le monde et que nous travaillons à la transition alimentaire pour tous. Certains pourront dire de nous que nous sommes un vieux navire, pas forcément le plus agile, assez loin de ce qu'on pourrait appeler une start-up. Mais ça, c'est sur le papier seulement. Parce que si vous regardez dans les faits la définition d'une start-up, la plupart du temps, on pourra lire que c'est une jeune entreprise innovante, avec un fort potentiel de développement et qui repose sur la tech. Vous enlevez le mot « jeune » et vous voyez où je veux en venir. Vous avez une définition de Carrefour, la Digital Retail Company. Notre raison d'être, c'est la transition alimentaire pour tous. Notre modèle, comme je viens de vous le dire, c'est Carrefour, la Digital Retail Company. Au croisé des deux, vous avez notre projet, les NFBs. Les NFBs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des NFT, mais des NFT bien particuliers. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils marquent les premiers pas de Carrefour dans le Web3. Deuxièmement, c'est un moyen pour nous d'informer sur l'importance vitale des abeilles et de lever des fonds pour leur protection. Fonds qui sont reversés au BIFOND de la Fondation de France. Pourquoi se baser sur les technologies du Web3 ? Premièrement, un excellent moyen pour nous de renouveler, de repenser le don. Deuxièmement, un nouveau moyen également d'informer et de communiquer sur le sujet. Troisièmement, un levier nouveau pour développer un nouveau type de relation avec nos clients en général et la communauté que nous avons créée en particulier. C'est un projet en plusieurs phases qui repose sur les technologies de la blockchain, des NFT, du métaverse et sur la communauté. Car dans le Web3, sans communauté, il n'y a pas de projet. Donc, la première chose que nous avons faite, c'était de créer et développer cette communauté. Nous avons donc fédéré à date plus de 2500 membres sur Discord, qui est le réseau social du Web3. Ensuite, nous avons mis en vente ces NFT, les NFBs, sur la marketplace de Sandbox, qui est le métavers sur lequel nous avons fait nos premiers pas. Ces NFBs sont un mix d'abeilles et de fruits et légumes. Pourquoi les abeilles, vous allez me dire ? Parce que les abeilles pollinisent 75% des produits que nous consommons chaque jour et que nous proposons à la vente chez nous, à nos clients chez Carrefour. Ces NFBs ont chacune leur particularité. La première d'entre elles étant leur prix. Pourquoi ? Parce que chez Carrefour, nous avons en cœur de servir tout le monde. Le prix d'entrée de ces NFT est donc de 15 €, ce qui pour un NFT n'est pas cher. Ces NFBs ont différents niveaux de rareté. Niveaux de rareté qui donnent accès à des avantages différents à leurs propriétaires. Des avantages digitaux, comme par exemple des wearables, ou pour les non-initiés, des vêtements pour avatar utilisables dans Sandbox, ou encore la possibilité de co-créer avec nous le dernier né de nos NFT, la Trendy Cherry, une adorable petite cerise abeille qui a rejoint ses amis dans la ruche il y a quelques semaines de cela et qui a été créée par notre communauté. Mais chez Carrefour, l'omnicanalité est partout. Nous avons donc aussi des avantages physiques pour les détenteurs de NFTs. Par exemple, des pots de confiture Carrefour Bio que nous avons designés aux couleurs de nos NFBs. Ou encore
un pot de miel qui provient de ruches installées par l'un de nos magasins en Belgique. Ou enfin, encore dernier exemple, une carte de fidélité Carrefour customisée aux couleurs des NFBs. Notre premier drop a été sold out en moins de 24 heures. Le deuxième est live, donc pas de panique. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'en acheter, il vous suffit de vous rendre sur notre stand où vous pourrez en acheter dès aujourd'hui grâce à une simple carte bleue et un portable. Et vous deviendrez ainsi l'heureux propriétaire d'un NFBs tout en participant à un projet caritatif. Prochainement, vous pourrez également accéder à des expériences NFBs que nous avons développées sur Sandbox. Les NFBs, ce n'est que le début du Web3 chez Carrefour, la Digital Retail Company. Alors, n'attendez plus et rejoignez la communauté. Merci à tous. Allô? Ouais, pour poser des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Première question, vous parliez de 2500 membres. Oui. Comment vous les avez recrutés? Et la question, c'est quelle est votre cible parmi les clients Carrefour qui correspondent à ces futurs membres potentiels? Et comment ça se fait? Alors nous, pour les recruter, on a vraiment décidé de suivre les codes du Web3, qui signifie que lorsqu'un projet est lancé dans ce nouveau canal, tout se fait en général sur Twitter et Discord. Donc nous, on a vraiment utilisé ce nouveau canal pour recruter notre communauté à laquelle on parle évidemment de ce projet NFBs, de notre roadmap, de tout ce qui se passe autour de ce projet, mais ça nous permet aussi de parler à cette communauté de toutes les actions qu'on peut faire chez Carrefour autour du RSE. Voilà, donc ça c'est un des axes qu'on a utilisé. Après, évidemment, comme ce sont aussi des NFT qui sont vendus sur la marketplace de Sandbox, quand il y a une vente de NFT par une marque sur leur marketplace, ils en parlent également à leur communauté. Donc, on a organisé ce qu'on appelle des AMA, donc des Ask Me Anything. Donc, c'est des moments où en fait, on parlait à leur communauté en live du projet. On a aussi travaillé avec des influenceurs du monde du Web3 pour parler de notre projet. Moi, je veux bien, Olivier Dauvert. En quoi c'est autre chose qu'anecdotique? En quoi c'est autre chose qu'anecdotique? Je sais, je ne suis pas réputé pour mes questions sympas. Mais je dis toujours ce que je pense. C'est fantastique. En fait, en quoi ce n'est pas anecdotique? Parce que finalement, on a évidemment les canaux traditionnels de vente physique, le e-commerce, on n'a pas besoin d'en parler, tout le monde connaît. Et on a ce nouveau canal potentiel qui est en train d'émerger. On y a déjà des clients qui y sont, potentiellement, des Français, mais aussi dans d'autres pays. Et donc, nous, il faut qu'on y soit pour comprendre, en fait, comment ça fonctionne et pour pouvoir répondre à leurs attentes et à leurs besoins le jour où, en fait, il y aura encore plus de monde et qu'ils attendront de notre part de pouvoir leur apporter les services dont ils ont besoin dans ce nouveau canal. Oui, la question, elle était dure, mais je trouve que vous défendez mieux l'intérêt de votre projet en le présentant comme ça. Merci. Je suis totalement d'accord. La mise à l'échelle de ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé effectivement sur les NFBs, quelle est-elle? C'est-à-dire, quelle est la perspective que vous donnez à cette initiative? Alors là, c'est une première initiative qui est sur l'un des piliers qu'on travaille sur tous les sujets Web3 qui sont autour de l'aspect sociétal. On a un deuxième pilier qui est autour de tout ce qui est la Digital Retail Company Awareness, donc par exemple les expériences qu'on a fait de recrutement dans le métaverse. Et on a évidemment un troisième axe qui est plus d'explorer des opportunités de nouveaux business potentiels. Et ça, c'est des pistes qu'on explore avec les marques nationales avec lesquelles on travaille, qui nous contactent et avec lesquelles on est en train de réfléchir à des projets ensemble. On a déjà eu un exemple en juillet dernier avec Procter & Gamble, avec qui on a fait un premier test. Et là, il y en a d'autres avec qui on travaille sur ces sujets-là. Carrefour, je ne pose pas de questions. OK, merci beaucoup. Autostore, vous êtes prêts ou... C'est pas bien de ne pas être prêt, hein, quand on... Tout de suite. Justement. Allô? Le chrono est parti, c'est bon? Ok. On y va. Bonjour à tous, merci beaucoup.
Du coup, je vais vous proposer un petit retour dans le monde réel après être passé dans le digital. J'étais obligé de la faire, je suis désolé. Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas faire le CV. Ludo, Loïc, on a travaillé sur un concept de drive pour réfléchir au drive du futur. Comment aujourd'hui, le concept de drive qui atteint ses limites, on va pouvoir le pousser un petit peu avec la technologie AutoStore. Alors, voilà, la technique fonctionne très très bien, on voit ça. Donc aujourd'hui, je vais anticiper sur les slides, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous le savez tous, le drive est fortement challengé dans son modèle. On a vécu une forte croissance. Je ne vais pas préciser la source du graphique, mais je pense qu'on peut faire confiance. Ça va continuer, on le sait. Donc comment chacun des acteurs de la grande distribution va pouvoir supporter cette croissance? Nos clients de plus en plus exigeants. Ils veulent du 24/24, pouvoir être servis tout de suite maintenant, avec un assortiment de plus en plus large. Bon. Et avec un modèle drive qui peine toujours à trouver de la rentabilité. On le sait, c'est difficile. Il y a beaucoup de concurrence et pourtant c'est un passage obligé. Alors avec AutoStore, on a complètement décortiqué l'ensemble du process drive pour aller voir ce qu'on pouvait améliorer. C'est Ludovic qui va vous en parler. Du coup, bonjour à tous. Effectivement, comme le disait Loïc, on a décomposé tout le process du drive et sur chaque étape, on s'est posé la question comment on peut apporter de la valeur ajoutée en rajoutant un maximum d'automatisation. Ce que je vous propose ensemble, on déroule les grosses étapes de façon macro en vous présentant les différents avantages. Tout d'abord, le réapprovisionnement. Donc l'objectif de cette étape, on reçoit les produits de nos fournisseurs, un opérateur va les mettre à partir de sa station de travail dans des boîtes et va stocker les produits dans ces fameux bacs. En termes de productivité, c'est le premier avantage, gain de productivité. On peut rentrer jusqu'à 200 références. Par heure. On peut évidemment aller plus loin, mais le besoin est à ce niveau aujourd'hui. Une fois que les produits ont été introduits dans les bacs, ils viennent être stockés sur la partie supérieure qu'on appelle la structure en aluminium. Et du coup, là, on voit un autre avantage de notre stockage ultra dense. Sur le même référencement d'un drive, on va gagner 75% d'espace. Et là, c'est au choix aux exploitants, soit de rajouter des références, soit d'avoir du gain en termes de foncier. Dernier avantage, on peut désormais stocker toute la gamme d'assortiments. Les produits PGC ambiants, bien évidemment, dans le drive, mais également les produits FI, frais industriels froids, avec des températures de 2 à 4 degrés dans la partie réfrigérée. Et dans cette même partie réfrigérée, on a rajouté le nouvel assortiment qui est le surgelé en proposant des températures à 20, moins 25 degrés. Une fois que les produits sont disposés dans cette grille en aluminium, elles sont amenées par les robots vers les postes de préparation. Ici, on peut voir des postes de préparation orchestrés par un opérateur. Et pareil, autre avantage de notre solution, on peut proposer une productivité par opérateur de 600 présentations de bacs par heure. Là où un préparateur classique sur une préparation picking manuelle est plutôt à 100 pics à l'heure. Donc un gain de productivité x 6. Alors un petit zoom sur l'intérieur de l'AutoStore que tout le monde ne voit pas, puisque c'est caché, avec le robot qui va apporter le bac avec les références au niveau du poste opérateur. Alors une fois qu'on a fait ça, on a l'impression qu'on a fini. Tout le monde se concentre beaucoup sur le picking aujourd'hui. On a beaucoup de confrères qui travaillent essentiellement sur le picking, et on peut se dire, bah, ça y est, on a réussi, on a piqué à une vitesse maximum, c'est génial. Non, il reste encore des challenges, vous le savez bien, et notamment, il y a ce fameux challenge de la consolidation. Comment aujourd'hui j'arrive à stocker mes commandes et être capable de les restituer à mon client selon tous les formats qu'il souhaite aujourd'hui. Du coup, en étape 3, on a préparé nos commandes clients et on les a mis dans des bacs. Les robots vont ensuite disposer ces bacs au plus près du retrait client, donc au-dessus des retraits clients. Et dès qu'un client se présentera, par n'importe quel mode de drive, que ce soit piéton ou voiture, il aura la possibilité de retirer ses commandes en toute autonomie. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut faire un petit zoom sur ce nouveau port, cette nouvelle station de retrait. Donc là, le client peut facilement retirer sa commande en tirant un tiroir. Il a sa commande. On imagine une application retrait client, piéton, et aussi retrait client voiture, comme un drive classique. Donc on le voit bien, on a tous les modes de retrait aujourd'hui. Et alors un petit zoom sur le mode de retrait Click and Collect 24/24 avec une station de travail client final, on va dire, qui peut venir rechercher, comme dans un distributeur, ses produits et sa commande.
Alors tout ça, évidemment, c'est essentiel par rapport à vos besoins et vos modes de fonctionnement, mais on ne pouvait pas passer sans prendre en compte un enjeu majeur de notre époque, la RSE. Aujourd'hui, AutoStore, en fait, c'est une solution qui, d'un point de vue énergétique, est très peu consommateur d'énergie. Un robot, c'est... 10 robots, pardon, voilà, je vais y arriver, c'est un aspirateur en termes de consommation. Et dernière information, puisqu'on m'annonce que c'est la fin, aujourd'hui, on a des solutions qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Et dans des régions, d'ailleurs, dont on sait que l'ensoleillement est plutôt fantastique, puisque c'est en Angleterre. Voilà, merci beaucoup à vous tous. N'hésitez pas à venir nous voir. Est-ce que vous pouvez préciser en fait comment vous gérez le tri température? Parce que vous avez une zone de réception avec une multitude de bacs. Ça veut dire qu'il y a des bacs à température adaptés au surgelé et au frais ambiant. Comment est-ce que vous gérez ça? En fait, notre AutoStore est séparé en deux parties. Une première partie qu'on a symbolisée ici en rouge. On se met dans une zone ambiante et on met un AutoStore dans un atmosphère ambiant. Cette partie de l'AutoStore est mise dans une chambre réfrigérée, comme on a dans les entrepôts, dans les réserves Drive. Et c'est dans cet AutoStore frais qu'on va rajouter, nous, des systèmes de dispositifs froids pour refroidir de 2 à 4 degrés pour aller chercher les moins 20 degrés sur à peu près 20% de l'assortiment pour proposer jusqu'à 20% d'assortiment surgelé. Donc en fait, le cube réfrigéré va se retrouver dans le cube à température fraîche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les piqueurs, et c'est un avantage, c'est que les piqueurs ne vont pas piquer en atmosphère surgelée, mais ils vont être à 4 degrés. Et donc en termes de conditions de travail, là, on a un impact majeur. De plus, amélioration sur le sujet, comme on est dans un cube fermé, d'un point de vue déperdition d'énergie, on a là aussi des gains assez impressionnants. Où est-ce que ça a été testé, ça? Alors c'est en test. Aujourd'hui, on a un client, on est passé du modèle, on va dire, laboratoire dans notre centre d'innovation norvégien à un client qui aujourd'hui utilise l'AutoStore dans ce mode-là. Dans le nord de l'Europe? Dans le nord de l'Europe, oui. Ouais. La question que moi j'ai, c'est sur l'avantage technologique. Est-ce qu'il y a des brevets? Est-ce qu'il y a, Ah oui, tout ça est breveté dans tous les sens, au maximum, de manière à protéger évidemment notre propriété intellectuelle. Je peux faire ma remarque pas sympa? Vas-y, Olivier. Apparemment, c'est l'habitude. Ouais. Non, vous gagneriez du temps en citant quand même au cadeau, en disant je ne veux pas savoir quelle antériorité, mais pour faire comprendre ce que vous faites, on gagnerait vachement de temps et vous auriez plus de temps pour parler de vos avantages. La question, à partir de quel niveau de chiffre d'affaires un Drive peut espérer un ROI sur un équipement comme ça? Est-ce qu'au-delà de 10 millions, vous êtes sûr que ça passe? Bon, quel cas, il n'y en a quand même pas beaucoup. Au-delà de 5, à partir de combien ça passe? Oui, alors, on est dans cette zone-là. Au-delà des 10 millions, après les 10 millions, on commence à faire les études. Après, ça va dépendre évidemment, puisque vous l'avez vu, il y a un sujet de densité, donc d'empreinte en surface. Si on est proche de Paris, ça ne va pas être la même discussion que si on est un peu plus loin dans la campagne. Du coup, à partir de 10 millions, commençons à regarder, étudier le dossier, et en fonction des paramètres, là, on peut évidemment rentrer avec un système qui est rentable. C'est quoi le ticket minimum pour un magasin, là? Réponse toujours, on fait du sur-mesure, quelque part. Oui, mais c'est l'ordre de grandeur. Alors sur des systèmes Drive, parce que AutoStore fait des systèmes sur ce genre d'équipement, l'unité, ça va être le million, et là, X millions. Donc, ça va être dépendant vraiment de votre performance, du nombre de commandes. Ce qui fait le prix d'un AutoStore, au final, c'est le nombre de robots. Et le nombre de robots est lié directement à la performance dont vous avez besoin. Donc, le nombre de lignes heures que vous devez servir vis-à-vis de vos clients. Pardon? Et je me permets juste pour rebondir à ce que disait Loïc, là-dessus, on a un outil qui est très simple parce qu'on est sur une technologie, on doit comprendre le flux et donc comprendre combien de commandes par jour, quelle est la cadence qu'on doit apporter. Et on a la possibilité très rapide, on récupère les 1 an de carnet de commandes d'un Drive, on l'insère on analyse les données, on l'insère, en un jour de travail, on peut vous dire quelle sera la performance de la solution et combien coûtera cette installation. Donc il y a une espèce de seuil
ou En dessous duquel 200 commandes rester par en manuel. jour, on dit non, on le fait Oui, pas. Et ah à bah, partir tout à fait. de je sais pas combien. En fait, on dit on a un seuil où on a un ROI qui ne devient pas acceptable pour des clients. On va Ouais. passer à un ROI au-dessus de 7 ans. Mais après, pareil, quand on parle ROI, on a tendance à regarder que l'aspect j'ai du gain en ETP. Mais il y a plein d'autres choses. Densification, j'ai moins besoin de surface. Toutes les erreurs de stockage, Énergie, toutes les erreurs de préparation. Donc voilà. Et Des tout marques ça, c'est des inconnues. éléments de ROI qui sont durs aussi à intégrer. Donc voilà. Merci à tous. Merci. Et attends, l'origine de votre société, c'est où? C'est Norvège. Autostore, donc c'est une société norvégienne avec aujourd'hui c'est 1000 autostores installés dans le monde. On est présent dans 45 pays. On a 20 ans d'existence, donc c'est Laisse-moi une faire ta start-up pub. mais grande société. Donc laisse-moi faire ta pub. Pour les curieux, il y a un film sur un excellent blog sur un client en Suisse qui C'est pas s'appelle faux. comment? Vas-y, redonne le nom. Péterance. Voilà, Peter. Un Vous roi du allez voir bricolage. comment ça marche de l'intérieur. Oui, c'est ça, ouais. Vous auriez pu le montrer en termes de pitch, montrer le film. Bon, bravo. Ok. Circularix. Pas possible. Ok. Allez-y. Bonjour à tous. Antoine Bagur, Gauthier Feld, on est cofondateur de Circularix. Aujourd'hui, le marché de l'occasion est sur une très forte croissance et on a la conviction qu'il va dépasser le neuf dans de nombreuses catégories de produits. C'est évidemment le cas dans le secteur de l'automobile. Si vous regardez le secteur du smartphone, c'est la tendance qui se profile également. Et concrètement, dans toutes les catégories de produits, on constate que l'occasion est sur une tendance de croissance très forte, que ce soit sur la mode, sur l'électroménager, sur le sport. Aujourd'hui, tous les acteurs du retail veulent saisir ces opportunités. Concrètement, c'est une transformation circulaire qui va arriver et qui est aussi importante que la transformation digitale que les retailers ont connue ces dernières années. Il y a des acteurs qui se sont déjà lancés sur ces marchés. On a les opérateurs télécoms qui ont lancé des offres de rachat sur le marché depuis 2009. On a des acteurs de la GSS qui accélèrent sur le métier du rachat et du reconditionnement et de la revente. Et des GSA qui testent aussi ces concepts. Les plus avancés estiment que le chiffre d'affaires durable porté essentiellement par la seconde vie pourra représenter jusqu'à 20% des revenus d'un retailer d'ici 2030. C'est pour vous donner une indication sur la croissance à laquelle on s'attend. Aujourd'hui, il y a 3 grands modèles sur le marché de l'occasion quand on parle du modèle retail. Il y a les dépôts-ventes classiques, Trocathlon, au vieux campeur. On a la revente entre particuliers. Vous avez vu pas mal d'initiatives ces dernières années. Et concrètement, aujourd'hui, tous les modèles convergent vers ce qu'on appelle l'achat-vente par l'enseigne, avec une proposition pour le client extrêmement claire. On vous rachète votre produit au comptoir, dans le magasin ou en ligne, cash ou avec un bon d'achat, mais une proposition de rachat immédiat. C'est ce que font des opérateurs, c'est ce que fait Decathlon ou Boulanger avec Circularix. Et du coup, pour répondre à ces enjeux et à cette envie d'accélération, Circularix s'est positionné comme la plateforme SaaS qui va permettre d'orchestrer ce métier circulaire avec la capacité du coup pour les acteurs déjà en place, les acteurs linéaires, de pivoter eux-mêmes vers ce commerce circulaire, avec la capacité de lancer très rapidement ces offres de rachat, reconditionnement, revente par rapport à un existant qui est pas toujours prêt à accueillir en fait ces nouveaux processus. Une de nos forces, c'est le côté omnicanal des solutions tech qu'on est capable de porter. On va vous en parler un peu plus après. Et puis de venir aussi spécialiser un peu ces parcours aux verticales produits qui sont adressés. C'est pas pareil de faire du rachat dans le sport, dans la mode, dans le luxe ou dans le gros électroménager. Concrètement, alors notre solution, elle est déjà opérante. On outille aujourd'hui Decathlon, Boulanger et Leroy Merlin sur leur parcours de rachat, que ce soit en magasin ou sur le web. On est capable aujourd'hui de racheter des appareils de fitness chez Decathlon, de l'électroportatif chez Leroy Merlin ou des lave-linges chez Boulanger. Alors concrètement, Circularix, cette plateforme en marque blanche, en fait, elle permet de faire quoi par ces opérateurs? Tout d'abord d'outiller effectivement la brique rachat,
c'est-à-dire un client qui se présente soit sur le site e-commerce, soit en magasin, et qui va pouvoir trouver le produit qu'il cherche à revendre, de répondre à un certain nombre de questions pour pouvoir identifier le grade de reprise, en fait, le grade de rachat, d'avoir cette proposition de prix instantané. Et ensuite, les vrais pain points en fait, que Circularix ça vient répondre, au-delà de ceux que je viens déjà de mentionner, c'est la logistique retour, capable de faire revenir le produit du domicile éventuel du client quand c'est des produits volumineux et qu'il n'a pas pu le ramener en magasin jusqu'à l'atelier que le retailer a défini pour son traitement. D'orchestrer également la brique paiement, puisque effectivement, là on se parle de flux paiement sortant du retailer et pas de recevoir un paiement. C'est des choses de façon industrielle qui ne sont pas toujours extrêmement huilées. Et de faire en sorte que le produit arrive qualifié dans le bon atelier défini par le retailer pour en assurer le reconditionnement. Et ensuite, il y a l'étape reconditionnement sur lequel on a toute une brique qui est de dire reconditionner un produit, c'est pas forcément simple, il faut prendre des bonnes décisions technico-économiques au produit. Et donc en fait, nous, on vient outiller les ateliers aussi partenaires de ces retailers pour faire la bonne décision au bon moment. Et concrètement, comment ça se matérialise? Alors voilà un exemple Decathlon qui est déjà opérant aujourd'hui. Que ce soit sur le site e-commerce ou que ce soit en magasin, atterrir sur une interface qui en fait est une interface Circularix brandée pour Decathlon, dans laquelle il trouve son produit, la référence exacte qu'il a besoin de revendre. Il va répondre à ces quelques questions de diagnostic pour pouvoir qualifier le produit et être en mesure de lui offrir un prix de rachat. Et ensuite, c'est là où on va venir apporter l'omnicanalité Circularix. Est-ce que je dépose mon produit en magasin ou est-ce que je veux qu'on vienne me le chercher à domicile? C'est le client qui peut choisir. Ce sont des paramètres que le retailer décide au moment où on configure le programme de rachat avec lui. Et puis concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, donc une fois que le produit a été collecté et rapatrié dans l'atelier, c'est bien Decathlon ou un de ses ateliers partenaires qui va récupérer le produit et le traiter et qui va pouvoir le remettre en vente. C'est la décision du retailer, par exemple, dans ce cas-là, de le remettre en vente sur son site decathlon.fr comme produit labellisé reconditionné. Et donc ça, on lui permet en fait de lui pousser l'information pour que lui puisse publier le produit. Fin 2022, Decathlon a annoncé reconditionner 250 000 produits sur son activité française. Un mot sur notre ambition pour terminer. Circularix a vocation à devenir le leader mondial des solutions tech pour le retail circulaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Est-ce que ce qu'attend un retailer sur la seconde main, c'est une belle plateforme? Parce qu'au demeurant, votre interface, elle est super. Ou est-ce que c'est de la data sur le prix auquel un produit qui ressemble furieusement à celui que je vais reprendre a été vendu la veille pour que mon prix de reprise soit le plus pertinent possible? J'ai comme le sentiment que sur le marché de l'occasion, le nerf de la guerre, ce n'est pas l'interface, c'est le prix de reprise. Comment vous le nourrissez? Exactement, Olivier. On a une brique de Circularix qui s'appelle Circularix Data, qui est l'Argus du marché du reconditionné. On sait dire à un retailer à quel prix il doit racheter, à quel prix il doit revendre un produit à un instant T. Et donc pourquoi ça n'apparaît pas dans votre pitch alors que quand on connaît un peu l'occasion, c'est le nerf de la guerre? Ça apparaîtra sur le prochain. Mais vous n'êtes pas d'accord que c'est ça le fond du sujet? C'est pas l'interface. C'est comment j'ai le bon prix au bon moment pour malgré tout être attractif pour celui qui m'apporte de la cam, mais pas me planter avec un produit que je suis incapable de revendre. Exactement. Parce que je suis hors marché. C'est ça la brique principale. C'est une des briques principales. Et effectivement, c'est le côté tout en un de la solution. Le retailer, aujourd'hui, on vient lui apporter ces briques qui n'existent pas. C'est un nouveau métier chez lui. Et donc, c'est une des briques de la solution. Mais justement, il y a quelque chose que je comprends. Vous n'êtes pas spécialiste de tous les marchés. C'est-à-dire, là, on parle de vélo, on parle de, je sais pas, de main de planche à voile, on parle de téléphone, on parle de textile, on parle de peut-être de produits bébés qui ne servent plus. Comment vous faites du pricing là-dedans? C'est une très bonne question. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient à la fois travailler des catégories de produits qui sont extrêmement matures et sur lesquels il y a des data points sur le marché. Dans ce cas-là, on est capable de les capturer et de les restituer. Sur des catégories de produits qui sont naissantes, en fait, il n'y a pas de data point sur le marché. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt des logiques de réflexion interne sur la base d'estimation de coûts de reconditionnement. Et c'est des processus itératifs qu'on vient complètement piloter avec nos clients pour créer les data points de demain. Mais en fait, il faut être capable de faire les deux. Et sur les catégories peu matures, en fait, il n'y a rien à regarder. Il faut juste prendre des hypothèses et par contre, être itératif le plus rapidement possible. Et vous êtes combien dans la société? 25 personnes aujourd'hui, créées en 2021 par des anciens d'un groupe qui s'appelle Recommerce, qui a déjà réussi à prouver ce modèle sur le domaine du smartphone, en reconditionnant aujourd'hui 800 000 smartphones par an. Et donc, c'est des anciens de Recommerce qui ont créé cette plateforme il y a 1 an et demi. Le niveau de marge par produit, vous avez réussi à démontrer avec vos clients qu'il était supérieur au niveau de marge brute obtenu sur des produits neufs ou ça n'est pas le cas encore aujourd'hui? Est-ce que,
Justement, le niveau de marge net par produit, c'est un frein à la croissance qui atteindra 30% effectivement du volume que vous évoquez tout à l'heure. Alors, il y a des catégories qui sont extrêmement concurrentielles déjà, comme le smartphone ou la tech. Donc il y a effectivement des marges sous contrainte, mais comme sur le neuf. Et sur les catégories qui sont nouvelles, aujourd'hui, oui, les retailers sont capables d'aller chercher plus de marge sur l'occasion puisqu'ils déterminent eux-mêmes le prix de sourcing et le prix de vente. Là où aujourd'hui, évidemment, sur le neuf, ils sont sous contrainte. Donc c'est un modèle qui est pérenne et rentable, et évidemment à condition qu'il soit scalé chez ces retailers. J'ai une question. Est-ce que vous n'avez pas vocation ou réfléchi à éventuellement devenir non pas B2B mais B2C et vous lancer sous la marque Circularix et vers le grand public directement? Alors, demain? c'est quelque chose auquel on a pu réfléchir, mais en fait, on est convaincu qu'aujourd'hui, ceux qui sauront propulser ces offres-là vers les clients finaux, ça sera toujours les retailers. C'est eux qui ont la présence physique, qui est un élément clé en fait pour pas mal de gens qui veulent se séparer de leurs biens. Le retail physique en fait craque dans les opérateurs mobiles. On voit qu'aujourd'hui c'est eux qui drainent énormément de flux, et c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont les points de contact. Donc on pense que c'est pas légitime, et on préfère être plutôt des enablers, c'est-à-dire des accélérateurs, des acteurs en place pour ce pivot circulaire. Ok, super. Bonjour à tous. La vidéo, on peut la passer après? Vous m'entendez? Ok. Bonjour à tous. Donc, juste en deux mots, donc GK Software, je pense que peu de personnes connaissent GK. Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc GK Software, donc dans la salle, je pense qu'il y a très peu de monde qui connaissent GK Software, mais ça va arriver de façon accélérée dans les prochaines années. Donc GK est une société allemande. On est un éditeur de solutions informatiques dédié pour les magasins physiques. Donc tout ce qui est solutions informatiques à l'intérieur des magasins, on peut nommer GK Software avec notre cœur de métier qui est l'encaissement. Donc depuis 30 ans, l'existence de GK Software, donc avec plus de 300 000 caisses installées au niveau mondial sur 60 pays, avec des innovations. Et l'innovation qu'on voulait vous présenter aujourd'hui est GK Go. Donc qu'est-ce que GK Go? En fait, c'est un magasin sans caisse, sans employés, sur lequel on va pouvoir vendre des produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous allez dire, c'est pas une innovation. Amazon Go, pour ne pas le citer, le fait déjà. Sauf que la technologie de GK Software, en fait, prend les inconvénients de cette solution Amazon Go pour pouvoir permettre aux clients de répondre plus à leurs demandes et à leurs besoins, qui est vraiment la préconisation de GK. Donc je vais prendre le relais pour parler plus de la solution. En fait, on a fait un constat sur les déploiements actuels de ce type de solution. Et aujourd'hui, on a constaté qu'elles étaient en rupture avec les habitudes des clients, dans le sens où, dans la plupart des cas, je ne sais ce que j'ai acheté que quand j'ai quitté ou quand je passe au moment du paiement en magasin. Aujourd'hui, les clients sont habitués, dans le cadre de self-scanning, dans le cadre de leur parcours en magasin, à voir en permanence le contenu de leur panier, à être capable de s'assurer que les prix proposés sont bien les prix qui étaient affichés, et voire de recevoir en cours de parcours des offres. Et donc, un des premiers différenciants qu'on a mis sur la solution GK Go, c'est que le client peut, au travers de son application, voir à tout moment où il en est de son panier, s'assurer que les articles qu'il a pris ou reposés sont bien ceux qu'il souhaitait voir dans son panier, s'assurer également qu'il n'y a pas d'erreur, de croisement entre les différents clients dans la surface, et pouvoir, du coup, pour l'enseigne, au niveau du parcours client, être capable de l'animer, de faire du push pendant le parcours, de coupons, d'offres qui sont conceptualisées et en lien avec le panier en cours. Donc ça, c'est un premier point. On voit au travers de l'application, à tout moment, les différents clients qui sont sur la surface vont pouvoir suivre leur parcours et s'assurer vraiment de la justesse de ce qu'ils ont dans le panier. Ensuite, pour faire ça, on met en œuvre des technologies qui doivent répondre à deux problématiques. Un, je dois savoir qui est dans mon magasin, où il est, ce qu'il prend. Et ensuite, dans le ce qu'il prend, je dois être capable d'identifier ce qu'il met vraiment dans son panier.
Pour ça, on travaille avec des partenaires. GK va assurer le parcours de l'entrée à la sortie, va assurer le calcul des prix, va assurer les différents affichages. Mais pour savoir où est le client, on s'appuie notamment sur un partenaire Hitachi avec des détecteurs, je ne vais pas parler de caméras, des détecteurs sur des technologies LIDAR. Alors, c'est des technologies utilisées par l'armée, utilisées dans la recherche géologique, qui apportent un avantage important dans le sens où ce n'est pas de la vidéo. Ce n'est pas de la vidéo, c'est un nuage de points. Donc quand mon client entre, je vais l'identifier comme un nuage de points, lui donner un token, un identifiant unique qui va le suivre pendant son parcours. Le double avantage, on n'a pas de problématique de GDPR. Je n'ai pas l'impression d'être filmé, fliqué pendant mon passage. Et ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus dérangeant parce qu'on est sollicité de plus en plus sur de la vidéo, sur de la communication d'information. Le deuxième point, c'est que comme on travaille sur des technologies où on détecte, on décode des points, c'est beaucoup plus léger à décoder que de la vidéo. Et du coup, la partie informatique qui est derrière ça nécessite beaucoup moins de ressources pour être capable d'identifier et du coup d'avoir une interaction en temps réel beaucoup plus fine sur le parcours. Ensuite, pour savoir ce que le client prend, on utilise à la fois la technologie LIDAR pour identifier le bras qui va être tendu vers un article et identifier que ce bras appartient bien à un ou deux clients identifiés sur le panier. Le deuxième technologie, le deuxième partenaire qu'on utilise, c'est sur les étagères. On travaille avec Shekel, une société qui va gérer donc des balances ultra sensibles, pilotées par l'intelligence artificielle, qui vont permettre de différencier très précisément quel produit est pris. Et on est capable sur le parcours de prendre un produit sur une étagère, le reposer parce que je change d'avis sur une autre, et quand le client le reprend, de bien savoir qu'est-ce qui a été pris et où. Alors bien sûr, le parcours GKGO n'est pas une nouveauté en soi, mais on essaye d'aller au bout de la démarche, au bout des expériences, pour que justement l'expérience du client et la capacité de l'enseigne de la suivre soient le plus développée et le plus détaillée possible. Alors, moi j'ai des questions. Oui. On peut y aller. Vous envisagez de mettre ça dans quelle taille de magasin? Donc convenience, supermarché, gros supermarché. Je ne pense pas que ce sera hypermarché. Et deux, quel est votre taux d'erreur aujourd'hui? C'est-à-dire, il y a quand même même si vous dites qu'on remet une barre de snipe de je sais pas quoi de Lyon dans un endroit qui n'est pas prévu, j'imagine que vous n'êtes pas à 100% de qualité sur la reconnaissance encore. Alors, au niveau je peux répondre sur le taux d'erreur peut-être. En fait, chaque article qui est pris reçoit un score. Et ce score, en fait, on va pouvoir, avec l'enseigne, travailler pour le faire évoluer dans le temps. Et s'il y a un mauvais score, ça veut dire qu'on a probablement une erreur. Deux façons de résoudre ce problème, c'est soit effectivement via un appel à distance, simplement une proposition sur l'application du client pour que lui-même valide ce qu'il a pris, soit une intervention physique, parce que je pense que ce type de magasin ne veut pas se passer d'une présence physique de proximité. Ne serait-ce que parce que la présentation des linéaires peut très vite se transformer en quelque chose de rebutant pour les clients. Et il est important que des présences humaines soient proches de ces surfaces-là pour pouvoir intervenir. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est normalement ce genre d'algorithme, il faut les faire tourner, il y a une espèce de courbe pour arriver à 99, 99. Il faut que ça vive je ne sais pas combien de temps. Et quand le magasin, au bout de le prototype a vécu 2 mois, vous atteignez un taux de satisfaction technique qui est bonne. Je ne sais pas, aujourd'hui, quand vous faites marcher votre prototype, vraiment en le faisant travailler en laboratoire, hein, vous arrivez à combien? Alors aujourd'hui, on n'a pas les données exactes, mais aujourd'hui, il est en production au siège de notre société sur deux sites. Le taux de remontée des erreurs, alors on n'a pas vraiment d'erreurs sur les articles qui sont pris, puisqu'ils sont identifiés clairement et posés sur l'étagère. Là où on a des erreurs, c'est quand on a des articles de même poids, de même volume qui sont repris au même endroit, et à ce moment-là, c'est le score qui va être mauvais et qui va déclencher une erreur. Donc ce que vous considérez comme taux d'erreur, nous on le traduit par un score qui va donner un score de confiance sur l'article qui a été pris et déclencher ou pas une intervention à distance. Et pour répondre à votre deuxième question, donc en fait on est en discussion avec des retailers en France sur GKGO. Et notre volonté, c'est pas d'aller mettre un magasin de 1000, 1200 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est pas du tout l'objectif. On est plus dans un format 100, 200 mètres carrés avec 500 articles
sur lequel on évite les promotions, c'est de l'innovation. Par rapport à certains, voilà, nous on est vraiment, c'est de l'innovation, on démarre et on n'est pas en production. Donc là en fait on est dans des phases de test, on va tester avec des retailers justement sur la sécurité, sur les employés. On sait très bien qu'aujourd'hui ce genre de magasin, pourquoi la disponibilité, on voit les clients qui veulent avoir les magasins ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Après, il y a les problèmes des ressources dans les magasins, sur embaucher du monde, la nuit, ce qui est de plus en plus compliqué. Enfin voilà. Donc, mais aujourd'hui, on ne va pas aller faire un magasin, un format de 1000 ou 1500 mètres carrés avec GKGO. Sachant qu'il existe un 2500 mètres carrés autonome à Washington qui s'appelle Whole Food. Donc la techno elle marche sur 2500 mètres carrés. Là aussi, alors c'est pas la même techno. Oui, mais le principe voilà. de l'autonome. Donc une remarque, moi j'apprécie l'idée de savoir en temps réel ce que j'ai, c'est-à-dire on lève un doute. Chaque fois que dans le commerce on lève un doute, on s'approche de quelque part d'une vérité. Et la question tabou que j'ai, c'est il n'y a pas de petit Estonien qui regarde lorsque la machine elle n'a pas trouvé ce que j'ai pris. C'est-à-dire vous ne faites pas intervenir de l'œil humain ce dont on soupçonne certaines autres solutions. Non, vous voyez ce que je veux dire. On a un gestionnaire d'événements. En cas de détection ou de doute sur des erreurs, on va avoir des alertes qui vont remonter, mais qui vont être traitées par l'enseigne. Non, il n'y a pas personne ne regarde. Pas d'œil humain. Pas d'œil humain. Moi, j'ai une question sur le développement du processus globalement. Quelle a été la partie la plus complexe technologiquement parlant ? Alors, je pense que c'est la technologie LIDAR. C'est le fait d'avoir mis toute cette technologie qui ne vient pas du monde retail, complètement. Hein. On est vraiment dans une technologie qui n'a jamais été utilisée sur le retail, et de pouvoir mettre cette technologie sur le domaine du retail. La question qui se pose, c'est qui consolide l'information. Donc on a d'un côté le LIDAR qui identifie le geste, de l'autre côté la balance qui donne le produit, et de l'autre côté GK qui attend une information concrète. Et effectivement, le développement de cette couche-là a été et reste complexe. C'est pour ça qu'on essaie de la stabiliser le plus possible. Alors je vais revenir sur une question de rentabilité. Décidément, c'est une obsession, mais est-ce que vous avez un horizon de retour sur investissement sur un magasin de 200 mètres carrés? Vous savez à peu près, selon vos estimations, à quel moment on atteint un point d'équilibre? Alors, on est en cours d'écriture, là, on fait des études, hein, c'est pareil, c'est de l'innovation, donc les études sont en cours. Tout dépend du flux client qu'on va avoir à l'intérieur du magasin et le chiffre qui va être fait par les clients. Donc après, il y a des études sur lesquelles on a un chiffre théorique, mais ça reste du théorique. Sachant que de notre côté, c'est un coût mensuel, un package complet. En fait, quand je disais en introduction, GK, éditeur de solutions informatiques, on est complètement agnostique au niveau du matériel de caisse et même de plateforme cloud, etc. On se veut l'indépendance. Par contre, pour ce type de solution, puisqu'on est dans l'innovation, en fait, on fait un package complet. Les technologies LIDAR, les étiquettes, pour que le retailer n'ait rien à sa charge. C'est un pack complet. Et j'ai une dernière question. Technologiquement, par rapport à la solution Amazon Go ou la solution hi-fi qui tourne chez Carrefour, vous êtes sur une technologie différente? Complètement, puisque on reprend la technologie LIDAR qui, pour le coup, on n'utilise pas du tout de caméra. Et comme le disait Bruno, en fait, mais est-ce que ça va pas avoir un impact sur le modèle économique en clair? Est-ce que pourquoi Amazon Go, ils n'en ont pas 1000? Et pourquoi Carrefour ne développe pas encore 100 magasins comme ça? C'est parce qu'il y a un problème de retour sur investissement. Votre point fort, c'est quoi? C'est d'avoir une technologie qui marche et qui n'est pas chère. Tout à fait. Et d'avoir les données en temps réel. Ce que disait Olivier, c'est que le client, c'est vraiment notre préoccupation chez GK, que ce soit sur GKGO ou sur d'autres sujets, c'est le client final, systématiquement. Et là, c'est le fait que le client final, quand il va faire ses courses, il va avoir son ticket de caisse en temps réel, les promotions en temps réel. Or aujourd'hui, on sait très bien que la complexité, même avec les scanettes dans les magasins, c'est je scanne un article, ah oui, alors j'ai mon total, mais oui, mais cet article-là, normalement, j'ai ma carte de fidélité, j'ai une promo, et je ne le vois pas sur la scanette.
je le vois pas. Ok. Voilà. Je pense qu'une partie du ROI de ces solutions-là va être dans la fidélité qu'ont vont avoir les clients à y venir régulièrement et pour dépasser simplement des achats ponctuels, puisque ça nécessite d'avoir un trafic qui soit régulier. Donc le fait d'avoir une vision complète, d'avoir une confiance dans le parcours et dans les articles achetés nous paraît être un élément important. Non, mais je dis on va sur Mars maintenant. Allez, on va sur Mars. Merci. Merci à tous. Je peux tourner le truc de calcul là-dessus. Comme on n'a jamais pu être rentable, jamais. Vraiment, j'ai la R&D, ça va. Mais si c'est ça leur différenciant, s'ils ont une techno moins chère, là, ça doit être ça leur pitch. Oui, mais chez iFi, tu filmes pas non plus. Donc, je sais pas. Bonjour. Je prends la zapette, je passe. Cher public, cher jury. Donc, on part sur Mars. Vincent Desnaux, donc je suis cofondateur et dirigeant de cette société qui s'appelle Teach on Mars et qui a une innovation qui travaille sur le capital humain. Donc, on s'éloigne peut-être un petit peu de la technologie. Alors, si vous, ici dans la salle, votre challenge, c'est d'homogénéiser les pratiques, par exemple, sur un réseau retail mondial, de faire monter en compétences vos vendeurs, de mieux communiquer avec la base, de faire que les vendeurs multimarques recommandent vos produits, eh bien, cette innovation peut vous intéresser. En tout cas, je vais essayer en 5 minutes de vous donner 5 bonnes raisons de travailler avec nous et j'espère de donner au jury 5 bonnes raisons aussi de nous élire. Alors, la raison numéro 1, c'est que vous aurez la plus belle app de formation du marché et ça, c'est quand même important parce que engager des populations dans le monde entier, dans différentes cultures, différentes langues qui sont très nombreuses, c'est extrêmement difficile et ça commence par avoir une très belle app de formation. Et là, notre innovation, c'est qu'on a porté tous les codes des réseaux sociaux. On dit de nous parfois qu'on est une sorte d'Instagram de la formation. On est loin du monde des grosses plateformes de formation compliquées. Là, c'est une sorte d'Insta de la formation et c'est comme ça qu'on arrive à motiver et à engager les vendeurs, à les rendre fiers aussi de leur marque. On a une autre innovation qui nous permet de produire de manière industrielle pour chacun de nos clients sa propre application que leurs vendeurs téléchargent sur les réseaux sociaux. Ça, techniquement, ça n'a pas été une mince affaire et ça fait partie de la recette et ça permet de se démarquer aussi de la concurrence. Voilà, c'est la raison numéro 1, vous aurez la plus belle app. La raison numéro 2, c'est que vous allez déployer des formations métiers qui sont engageantes en un temps record. Quand on sort régulièrement des nouveaux produits, quand on sort des promotions, là, ce qu'on peut appeler le time to market, la vitesse quand même de déploiement de ces connaissances, de la mise à niveau de tous vos vendeurs, c'est important et c'est un facteur pour augmenter la performance commerciale. Notre plateforme, elle permet à tous les experts, alors elle rend accessible à tous la capacité de créer les contenus de communication et de formation, de les déployer sur le mobile et sur le web instantanément dans le monde entier. Et là, on a des algorithmes qui vont venir faciliter quand même le travail aussi de nos clients. Je pense à de la traduction automatique, je pense à de la création automatique aussi de contenu. Alors, il faut quand même un humain derrière. Là, on parle de pédagogie ou de communication. C'est important, mais on essaye de faciliter le travail, simplement de leur faire gagner du temps grâce à la technologie. Voilà, et puis on est sur une pédagogie dite moderne, c'est-à-dire qu'on a vraiment réinventé aussi sur les codes du mobile plein de formats pédagogiques, on peut appeler ça comme ça, qui fonctionnent sur le terrain auprès de populations qui sont extrêmement variées dans le retail. On va bien sûr avoir des jeunes, mais on va avoir un petit peu tous les âges. Et là, il faut savoir les engager sur des formats de formation, parce que sinon, on sait qu'ils ne viennent pas. Donc, il y a des jeux, il y a des challenges, etc. Raison numéro 3, vos vendeurs iront vraiment se former, parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression de faire un pitch commercial, mais j'ai pas mal de clients derrière moi qui vont vous dire, depuis qu'ils utilisent Teach on Mars, ils ont vraiment des gens sur cette plateforme de communication, sur leur app de communication et de formation. Alors pourquoi ? Je pense que c'est beaucoup grâce à leur enthousiasme et leur dispositif, leur manière de communiquer et de former. C'est un peu grâce aussi à de l'innovation technologique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les algorithmes dits d'intelligence artificielle, et on a pu travailler depuis plusieurs années avec l'INRIA Sophia Antipolis, nous ont permis quand même d'hyper-personnaliser les flux de communication et de formation. Ça, pareil, ça participe de manière importante quand même à l'engagement des vendeurs, parce que rien de mieux que d'avoir un petit peu, vous savez très bien que sur Facebook ou sur Instagram, vous avez votre propre flux. On va utiliser un petit peu ce style d'algorithme qui vont vous analyser, qui vont analyser vos habitudes, quand est-ce que vous apprenez, quel type de contenu vous préférez.
quels sont vos centres d'intérêt, quels sont les objectifs aussi de votre organisation, vos propres objectifs, et vous fabriquez votre flux qui fait que quand vous êtes dans l'appli, ça vous correspond et donc ça vous plaît et ça vous sert. Voilà, c'est la raison numéro 3. La 4e, c'est que votre ROI sera vraiment dans l'année. Là, on parle d'améliorer la performance commerciale et l'expérience client. On parle aussi d'accumuler beaucoup de données, bien sûr, sur vos forces de terrain et donc d'arriver bien mieux préparé dans les boutiques en connaissant les besoins de vos équipes et en concevant des opérations qui ont vraiment de l'impact. Voilà, et on a aussi une plateforme qui est très évolutive. Donc là, la data, c'est important. On a mis en place un système de BI qui est intégré, de Business Intelligence, qui permet à nos clients de piloter très finement en utilisant de la donnée, et pas seulement les impressions. Et enfin, la dernière raison, puisqu'il ne me reste plus que 30 secondes, c'est que vous ne serez pas tout seul sur Mars, parce que j'imagine que vous pouviez avoir peur de ça, mais absolument pas. Nous existons depuis une dizaine d'années. Pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, on est à peu près 70 chez Teach on Mars. Et on a un certain nombre de clients qui utilisent notre solution tous les jours pour former leurs équipes retail dans le monde entier. On est, je crois, dans plus de 140 pays, une quarantaine de langues. Donc dans des secteurs assez différents, du luxe ou de la grande consommation, mais aussi le secteur du bancaire. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère vous avoir convaincu de travailler avec nous. Moi, j'ai pas compris ce que ça faisait. J'ai compris que vous formiez, mais j'ai pas compris ce qu'il y avait d'unique. Donc, je suis une force de vente dans un magasin dans le nord de la France. C'est le même magasin de la même chaîne, mais en Allemagne. Et vous n'avez pas les mêmes besoins. Comment vous allez vous adapter? Je ne comprends pas l'intelligence qu'il y a derrière le modèle. Si c'est une formation que tout le monde déroule la même, tout le monde déroule, pardon, et c'est la même formation, ou est-ce que vous avez de l'intelligence sur l'adaptation des gens qui vont l'utiliser? J'ai pas compris. Oui, tout à fait, parce que je l'ai mal expliqué en fait. Mais très bonne question, merci du coup de l'avoir posée. Aujourd'hui, la formation dans ce type de plateforme, on va utiliser ce qu'on appelle une technique de micro-learning, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que de faire une grosse formation et tout le monde aura la même, effectivement, on va découper tous les éléments de pédagogie, tous les éléments de messages qu'on veut diffuser sur un réseau, effectivement, en petits bouts. Et ça va nous permettre de les agencer grâce aux algorithmes, c'est-à-dire de recréer des formations vraiment personnalisées en agençant ces différentes parties. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, par exemple, du nord de la France ou de l'Allemagne, des choix aussi des gens qui pilotent la formation dans ces pays-là, parce que le manager formation Allemagne, il a peut-être des objectifs différents, effectivement, des besoins différents de celui du nord de la France. Donc ils vont indiquer en fait à la plateforme que voilà, les besoins sont là, là et là en termes de formation. La plateforme, elle va s'adapter, elle va fournir les bons contenus. C'est-à-dire que c'est pas une formation monolithique, la formation est suffisamment granulaire pour pouvoir être réagencée par des algorithmes et par des humains aussi. La formation, elle est top-down, c'est-à-dire qu'elle est décidée par un siège social quel qu'il soit et diffusée dans l'ensemble du réseau de points de vente ou auprès des commerciaux ou des personnes à qui vous adressez cette formation, ou alors elle est également nourrie, comme, puisque vous évoquez les réseaux sociaux, par la base, c'est-à-dire que les bons gestes métiers, dans le temps on faisait des photos de TG en fait, et on se faisait une comparaison de la plus belle TG dans le réseau de magasins. Est-ce que ça fait partie du jeu ou pas? Oui, tout à fait. Les meilleurs dispositifs en fait, combinent vraiment ces deux manières de former. C'est-à-dire que dans tous les cas, il va y avoir quand même une formation top-down. Pourquoi? L'organisation, elle a quand même des objectifs, elle veut homogénéiser des pratiques. Donc ça existe. Mais ce qui se développe de plus en plus, et je pense que ça devient important à égalité avec le top-down, c'est la création des contenus par les vendeurs eux-mêmes. On voit beaucoup dans les boutiques, beaucoup en Asie, mais aussi aux États-Unis et en Europe, les vendeurs qui filment eux-mêmes des pratiques ou qui travaillent avec des coachs qui arrivent en boutique, ils filment, ils publient sur les réseaux sociaux, enfin ils publient sur notre application. On est vraiment sur un mécanisme type social et ça like et ça partage. On a recréé évidemment, quand je dis Insta de la formation, toutes les fonctions type Insta existent. Et ce qu'on voit en tout cas depuis à peu près 5-6 ans, c'est que ce mode de formation, de partage de connaissances devient aussi important et même commence à être privilégié par certains clients. Je ne sais pas si je peux les citer. Par exemple, je pense à L'Oréal, qui est un client de Teach on Mars depuis peut-être 5-6 ans maintenant. Aujourd'hui, il travaille quasiment que sur ce format de formation et assez peu, au final, sur le top-down. Donc la balance est en train de se rééquilibrer, effectivement. Ouais. Moi, j'ai une question. Vous parlez beaucoup des forces commerciales. Effectivement, on est sur un salon retail, mais ce que je comprends, c'est que ça peut servir pour toute entreprise, pour tout programme de formation. Ce n'est pas spécifique au retail en particulier. Oui, alors,
Exactement, c'est pas spécifique au retail. Alors, il faut savoir que chez Teach on Mars, le retail, c'est la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même un vertical qui est assez important et qu'on connaît bien et avec qui on travaille beaucoup sur les problématiques retail. Effectivement, cette application de formation et de communication, elle peut servir et elle sert. D'ailleurs, nos clients sont souvent ravis de commencer par des problématiques retail, mais après de pouvoir aussi étendre sur d'autres problématiques connexes, quoi. Et j'ai une question, vous avez parlé de l'INRIA et de l'intelligence artificielle, donc c'est un peu les buzzwords, mais concrètement, vous avez fait quoi comme développement avec du machine learning ou de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Alors, bon, l'INRIA, ça nous a permis surtout de gagner du temps. En fait, notre siège est à Sophia Antipolis, juste à côté de l'INRIA, donc c'est plutôt une chance pour nous parce qu'on n'était pas des professionnels en intelligence artificielle au départ, même si on a beaucoup d'ingénieurs. Donc, le type d'algorithme sur lequel on a travaillé, c'est soit ce qu'on appelle de l'adaptive learning, c'est de la personnalisation du flux de formation. Donc là, on crunch de la data et on essaye, un peu comme Facebook ou Instagram, de personnaliser le flux. On travaille aussi sur la notification automatique. Ça, c'est vrai que relancer un peu les gens, il faut le faire au bon moment. Et donc, c'est vrai que là, on va étudier les habitudes des gens et on va essayer de relancer au bon moment. Et le bon nombre de fois aussi pour ne pas ennuyer les gens, parce que, encore une fois, c'est difficile d'engager. Le troisième sujet aussi, c'est la création automatique de contenu. Ça existe beaucoup dans le domaine des médias, vous le savez, mais ça commence à bien rentrer aussi dans le domaine de la formation. Bon, tout le monde connaît la traduction automatique. Ça, aujourd'hui, vous avez des... Bon, c'est quand même hyper utile, hein. Aujourd'hui, on n'a pas un client international qui ne nous demande pas d'utiliser cette fonctionnalité. Mais la création automatique, par exemple, de questions, ça, c'est quelque chose qu'on fait avec l'INRIA. Notre objectif, ce n'est pas de remplacer le professeur. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'on gagne du temps? C'est-à-dire qu'on diminue quelque part le coût de création du contenu, parce que quand on déploie ce type de dispositif, le coût de création de contenu, c'est un véritable problème. Comment on le diminue? Via ces algorithmes-là. Donc, c'est une innovation utile en termes de ROI, mais via aussi la question que vous avez posée, c'est-à-dire via la création de contenu par les utilisateurs eux-mêmes. Voilà. À l'issue des 5 premières minutes, j'ai écrit c'est sans doute très bien, mais je n'ai pas compris pourquoi. Donc vous nous avez fait un pitch commercial et à l'issue des 5 minutes suivantes, vous nous avez enfin fait un pitch technique. Donc je ne sais pas si ça comptera ou pas, mais c'est quand même ça le problème. C'est-à-dire vous avez probablement trop de clients pour accepter de faire un pitch technique pour démarrer. Vous nous expliquez d'abord pourquoi vous êtes beau, pourquoi vous êtes bon. Bah, c'est pas ça un pitch. Si vous voulez, mais en tout cas, j'ai essayé de parler. Ce n'est que mon avis, mais je l'assume comme toujours. En tout cas, merci de poser les questions. Ça me permet du coup de pitcher sur la partie techno et innovation. Ouais. Vous différenciez comment de plateformes comme Yobik, par exemple? Alors, typiquement, nous, on est spécialisé dans la formation, hein. Yobik, ils sont ici, j'ai vu sur le terrain. C'est une plateforme qui a d'autres fonctionnalités, dont la formation, c'est une petite partie. Et quand on gagne, par exemple, nous, des appels d'offres contre Yobik, c'est parce que nos clients apprécient notre spécialité de formation. Mais par contre, nous, on ne gère pas un certain nombre de fonctionnalités de leur plateforme, comme des to-do list de terrain. On est des professionnels de la formation digitale. Okay. C'est notre spécialité. Donc, c'est en ça qu'on se différencie de suite, on va dire, plus généraliste, peut-être. Ouais. Merci bien. Bon. Merci à tous. Alors, le jury est sorti de la salle pour procéder donc, à la sélection. Ils vont revenir dans quelques minutes. Je précise. On n'entend pas ?
T'es pas d'accord. Donc de toute manière, oui, j'ai le. Oui, mais justement, on n'était pas d'accord. C'est pas facile. Globalement, je crois qu'on peut le dire. Vous n'êtes pas les rois du pitch. Hein. Non, vous pitchez mal. Non, non, mais c'est unanimement. Vous pitchez tous très mal. Il n'y a jamais l'avantage, on ne comprend pas, vous ne situez pas, etc. En revanche, vous faites de l'innovation. Donc on jugeait de l'innovation, mais il faudra... Et on vous invite tous à prendre un verre dans la salle VIP et on vous parlera un par un pour vous dire pourquoi on ne comprenait pas ou pourquoi le plus important n'était pas mis en avant, etc. Une fois qu'on a dit ça, on a essayé de juger la pertinence quand même avec un axe retail. Il y a eu beaucoup d'hésitation et c'est AutoStore qui gagne. D'accord ? Alors maintenant, on s'est posé plein de questions avec Circularix, avec Teach on Mars. Mais à un moment, je vous le redis, et c'était pareil dans le prix Startup, quand le pitch est compliqué ou que des gens ne comprennent pas, on est 4 quand même là, vous perdez de la pertinence sur votre projet. Maintenant, je suis prêt à vous voir un par un pour vous expliquer pourquoi. Il faut que je redonne le prix. Venez tous en salle, en salon VIP, prendre un verre, une petite coupe de champagne. Alors on y va.